everyone! Bienvenue à Dingo pour les Lingos! Hein? Ce petit balado où j'ai des invités afin qu'ils me parlent de leur trésor et de vous le partager pour que vous aussi puissiez gagner votre or. Et cette semaine, j'ai avec moi un bon copain, un blagueur de longue date, comédien, animateur, bref, il a plusieurs chapeaux, alors trêve de présentation et de présenterie. Est-ce que ça se dit présenterie? Non, ça se dit pas. Je pense pas que ça se dit. Le gars, il invente des mots. Alors, on accueille Eddie King. Yeah! Comment tu vas, frérot? Hey, je vais super bien. Content de te recevoir avec ton gilet plein de chaleur ici. Ah, t'as vu ça ou pas? Eh oui, t'amènes le printemps ici. Ah, on essaie, on fait ce qu'on peut. Yes. Fait ce qu'on peut. Ah, je suis content d'être avec toi, je suis content d'être là. Génial. Donc, Eddie King, moi, j'ai envie de te connaître un peu plus. Et... Ça serait bien parce qu'on va animer un gala ensemble. Pour ceux qui savent pas, on va animer un gala juste pour rire, moi et lui ensemble. Et que c'est ça. Ce serait bien qu'on se connaisse un peu plus. Même si on se connaît super bien. Ouais, on se connaît super bien. Je pense que ce serait cool que les gens qui te suivent. En profondeur. Donc, Eddie, toi, tu as grandi en banlieue de Paris, à Goussainville. Exactement. Goussainville dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise. Ouais, exactement. Ouais. OK, puis c'était une belle jeunesse? Yeah. C'était très modeste. C'était le hood. Mais n'empêche que, tu vois, j'ai beaucoup de très bons souvenirs. Mais tu sais, souvent, quand c'est ton environnement et que c'est tes seuls souvenirs, tu te rappelles surtout quand t'es jeune de ce qui est plaisant, tu vois, genre les balades en BMX dans le quartier, jouer au foot avec les copains, des trucs comme ça, tu vois. Tu faisais des parties de foot BMX? Genre, des fois, il y avait les grands de mon quartier, à un moment, ils avaient un délire de jouer au baseball, qui est un sport qui est zéro français. Ben ouais. Mais vraiment, genre, avec une balle de tennis et une planche de bois, donc... Wow, personne ne connaissait vraiment les règles, mais on faisait ce qu'on pouvait. Puis c'est en 95 que tu es arrivé. Ouais, fin de l'année 95, ouais. Au Québec. Je suis arrivé ici, puis c'est ça, on est arrivé, puis voilà, puis je suis là. T'avais quel âge quand tu es arrivé? J'ai eu mes 13 ans ici, genre. Donc, je pense un mois après, j'avais 13 ans. Ah, génial. Puis, tu fais ton secondaire comme tout le monde. Ouais. Puis toi, avant de tomber dans l'humour, je sais pas si tout le monde qui sait, tu avais une autre carrière. Toi, ton premier art de la scène, c'est le rap. Exactement. Ouais, c'était le rap, c'est la musique. J'ai fait pas mal de groupes, mais mon dernier groupe, c'était un groupe qui s'appelle Dogon Tribe avec un de mes meilleurs amis. Puis Dogon Tribe, ça s'est bien passé. Il me semble, en 2004, vous aviez reporté un prix dans le cadre du Festival Montréal Hip Hop Forever. Ouais, Hip Hop Forever, on avait gagné le meilleur prix le meilleur groupe francophone. Ah, c'est tellement nice, ça. Puis c'était quoi un peu votre style ou toi, de ce que t'aimes dans le rap à cette époque-là, mettons, là? On est dans les années 2000, là. Ah, c'est particulier. Tu sais, nous, on était vraiment ouverts. On aimait bien, je te dirais, on avait un peu une vibe qui pouvait peut-être faire penser un peu à Fugees. Puis en même temps à du Outkast, mais en même temps aussi, tu sais, un peu plus street, un peu plus... Ça dépendait des sons, ça dépendait des chansons. Vous étiez quand même polyvalent. Ouais, voilà, tu vois. Nous, le plus important pour nous, c'était vraiment la performance plus que l'enregistrement. Donc nous, des fois, on a fait des morceaux que, tu sais, on les enregistrait, on les créait vraiment juste pour la performance, tu vois. Et ça, c'était vraiment un de nos traits caractère du groupe, c'est quand on était sur scène, genre, on était live, là. Puis je pense que c'est en faisant du rap, puis t'animais beaucoup des spectacles de rap. En fait, l'humour est arrivé parce que j'en ai animé un peu, tu sais, sans, c'était pas prévu. T'as animé un spectacle d'humour ou de rap? De rap, c'était pas prévu. Et c'est que l'animateur du show était pas là. Il s'est désisté, fait que le gars qui faisait le show, il m'a dit, oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux animer tout ça? Fait que j'ai dit, ok, cool. Et j'ai commencé à faire du crowd work sans nécessairement savoir ce que c'était du crowd work. Et c'est là que
que j'ai vraiment senti que, ah ouais, je pense que j'ai un petit truc que je peux faire avec l'humour, tu vois. Tu as découvert un talent caché. Voilà, tu vois. Puis, tu sais, je pense qu'il y a pas mal de rappeurs qui arrivent un peu, des fois, à cette conclusion-là, mais c'est pas tous qui arrivent à... tu sais, par exemple, là, il y a T.I. en ce moment qui essaye de le faire. OK. Et ça se passe pas super bien. Et les gens dans la communauté humoristique sont comme, ouais, bro, tu sais, genre comme... Ben, c'est parce que l'humour, je sais que c'est facile à regarder, mais c'est beaucoup de travail. L'humour, C'est beaucoup de travail. une discipline, c'est un peu une discipline olympique, là. Tu peux pas rien faire d'autre, là. Tu sais, il faut en faire. Bah, c'est ça, et tu peux pas vraiment arrêter, tu sais, genre les deux périodes les plus longues pour lesquelles j'ai arrêté, c'est la pandémie et Big Brother. Puis encore là, je te dirais la pandémie, moi j'ai fait beaucoup de Zoom, je suis sauté dans le j'ai sauté dans le Zoom et le virtuel très rapidement, puis ça m'a beaucoup aidé Garder la forme. garder la forme. Ouais. C'est sûr, c'est pas pareil qu'en live, mais ouais, ça m'a aidé à garder la forme. Ouais. Puis, moi, je me souviens de cette époque-là. Moi, je faisais pas encore d'humour à ce moment-là, mais la relève, ça existait pas. Puis je pense que c'est là que l'humour de la relève a commencé à exister. Puis que pour moi, dans ma tête, ça s'est fait comme, oh, OK, on peut faire de l'humour sans être une master vedette. Parce que moi, je me souviens beaucoup de toi. Il y avait... t'as participé, me semble, à la première édition d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. En 2007 ou 2008? 2008, ouais. 2008. Et je m'étais rendu jusqu'en finale. Ben oui. En finale, il y avait toi, il y avait Jérémy Demé, Et il y avait... Louis Courchaine, Non. Étienne Dano. Non, Ok. Étienne Dano, c'est l'année d'après. Eh, vraiment, man. J'ai honte parce que je me souviens. Guy Bernier. Guy Bernier. Guy Bernier. Oh. Ouais, Guy Bernier. Je m'excuse, Guy. J'espère que tu vas bien. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a pas Moi, vu. je me souviens de toi, puis il y avait beaucoup de vidéos de toi sur YouTube. Quand tu faisais des spectacles, les gens filmaient tout le temps dans ce temps-là, sans permission. Hein, les droits, ça n'existait pas. Effectivement, Moi, un de mes numéros préférés que j'écoutais seul dans mon appartement sur le plateau, tu sais, avant que je me mette à faire de l'humour, tu faisais un numéro qui s'appelle Batman et Robin Ouais. en créole. Si Batman et Robin étaient des Haïtiens. Ouais, exactement. As-tu envie de nous parler de ce numéro-là un peu? C'était parmi les premières jokes que j'avais écrit même avant de faire de l'humour, mais ça m'a pris du temps avant de casser cette joke-là, tu Ok. vois. Fait que à un moment donné, moi, ce que j'avais fait, c'est que pour mes 25 ans, puis ça faisait genre quelques mois seulement que je faisais de l'humour, mais pour mes 25 ans, je me disais, ah, you know what, j'aime faire un show d'1 heure. Pourquoi pas, tu vois. Ok. Puis il y avait un live band sur le stage et tout. Ça, puis c'était en quelle année, ça? 2007. OK, ça, c'est Décembre quand même 2007, avant-gardiste, là. Ouais, Personne de relève faisait des 60 minutes à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça avant. Non, là. puis je faisais plein de blagues, je testais, puis les gens s'amusaient et tout, puis je m'amusais avec le band et tout, puis c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah, bah tiens, je vais laisser cette blague-là avec le band et tout, puis ça a vraiment, vraiment bien fonctionné, puis... Puis c'est là que c'est né, en fait, tu vois. Mais c'était une joke que j'avais écrite. À cette époque-là, je travaillais encore chez Rogers. Puis ce que je faisais, c'est que je mettais les clients en attente et j'écrivais mes jokes. Oh, et puis génial. je me rappelle que j'avais écrit celle-là parce que je sais plus d'où ça m'est venu, mais ça me faisait rire justement que, tu sais, souvent dans la culture haïtienne, on a beaucoup que quand ils te racontent des histoires, ils mettent des onomatopées pour illustrer l'histoire. Et en fait, tu sais, c'est ça qui est marrant, c'est que ça me faisait vraiment penser au générique du vieux Batman and Robin. C'est d'où est venue la joke, quoi. Ah, je pense qu'il est sur YouTube pour ceux qui l'ont jamais vu, mais comme moi, c'est un numéro que j'ai écouté beaucoup là, avec mes frères et sœurs, puis on riait, puis on manquait d'oxygène. Là, tellement on riait, c'est vraiment génial. Fait que là, toi, l'humour continue. Ouais, Puis là, je lâche pas. Tu te mets à faire les premières parties de Rachid Badouri ou c'est ton gala Ouais. Juste pour rire? Qu'est-ce qui vient avant? D'abord, un premier gala juste pour rire, après Ouais. En route. Ouais, ça aussi, je me Puis, souviens de ce numéro-là. Là. C'est pas longtemps après que j'ai commencé à faire de l'humour, c'est Tintin au Congo. Non, Tintin Ah, au non? Congo, c'était mon deuxième gala juste pour rire, ok. 2009. OK. 2008, j'avais fait un gala juste pour rire. Après, le numéro, il était pas wow. Du moins, je l'avais pas bien livré parce que c'était les mêmes numéros que j'avais fait En route qui avaient été beaucoup mieux livrés. OK. Mais quand je l'ai fait dans le gala juste pour rire, c'était... Comment je peux t'expliquer? Je pense que je me suis laissé un peu avoir par toute la machine qu'est un gala juste pour rire. Et ça a un peu comme dénaturé mon delivery. Ouais. Après ça, en même temps, j'avais pas
énormément d'expérience, mais la deuxième année, en 2009, c'est là que j'ai fait Tintin au Congo. Ouais, faut dire qu'à cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui, comme on pouvait jouer à tous les jours dans les bars. Comme moi, quand j'ai commencé ma première année, c'était en 2009, j'ai fait 10 spectacles, là, parce qu'il y avait pas d'autres salles, donc souvent 2 fois la même salle. Là. Ben, moi, j'avais un cheat code par rapport à ça. C'est que je fais de l'humour aussi en anglais. Ouais. Fait que j'évoluais sur les 2 scènes. Fait que ça me permettait d'évoluer quand même assez rapidement. Ouais. Donc, tu sais, je faisais les soirées, les quelques soirées qu'il y avait à Montréal. Il y a plusieurs soirées aussi en région. Puis après, je faisais les soirées dans les comedy clubs qu'il y avait à Montréal, puis à Ottawa, à Toronto et tout. Puis c'est comme ça que je prenais vraiment du galon. Yes. Moi, tu été au Congo, c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé parce que c'est le genre d'affaires qu'on remarque quand on est petit, qui nous dérange un peu, mais qu'on l'adresse pas. Puis là, toi, tu l'as adressé. Ben, en plus, tu sais, parler d'un sujet délicat, mais avec l'humour. Ce qui fait que tout le monde, peu importe son origine ethnique, est dans l'obligation d'acquiescer puis d'en rire. Je me souviens aussi, tu avais le... Il me semble qu'il y avait la page couverture, tu avais la couverture avec toi sur scène, sur le gala. Une image aussi où est-ce qu'on voit Tintin qui est porté par des Congolais, même si on ne ressemble pas du tout à ça. Tu veux en parler un peu de ce numéro-là? Comment tu as eu l'idée là, pour ceux qui n'ont pas vu le numéro, qui nous écoutent? Parce qu'il était quelqu'un qui est un classique pour moi. Je sais plus d'où ça m'est venu, mais je sais que c'est quelque chose qui m'avait toujours dérangé dans cette bande dessinée depuis même que j'étais petit, où est-ce que j'étais comme c'est pas le Congo. En fait, quand j'étais petit, vu que il y avait encore mon pays, tu sais, parce que pour ceux qui savent pas, il y a 2 Congos, et le Congo d'où je viens, de 1900, je sais plus de quelle année là, depuis 1900, dans les années 60 jusqu'à 97, ça s'appelait le Zaïre. Okay. Ça avait changé de nom, c'était devenu Zaïre parce que il y a un dictateur qui a décidé j'ai envie de changer de nom du pays, et qu'il avait appelé le Zaïre. Fait que moi quand je suis né, ça s'appelait le Zaïre, fait que j'étais comme OK. Tu sais, je voyais pas que ça nous représentait tant que je disais c'est peut-être les autres. Il parle des autres, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait non, il parlait vraiment de nous spécifiquement, le Congo belge. Okay. Et c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. De voir ça, de la représentation, les caricatures. Puis c'est ça. Puis tu sais, en plus, Hergé, il a jamais mis les pieds là-bas. Ça, le pire, c'est qu'il a jamais mis les pieds là-bas. Puis c'était une commande du roi belge, apparemment, de ce que j'avais lu. OK. Et en fait, tu sais, tout ça, c'était des outils pas un peu, mais c'était des outils de propagande, en fait. Tu comprends? Tu sais, pour inciter justement les colons belges à vouloir s'installer là-bas, puis de montrer leur supériorité par rapport à la population congolaise. Tu sais, c'est des procédés. Tu sais, c'est pour ça que je dis le blackface, c'est pas un procédé. Tu sais, tout le monde dit que c'est un procédé américain, pas du tout en fait. Tintin au Congo, c'est la preuve que c'est un procédé qui existe depuis très très longtemps, mais pas que aux États-Unis, mais c'est un procédé de suprématie qui a toujours existé. Même pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, c'était utilisé pour dépeindre justement les soldats des colonies africaines qui combattaient pour les Alliés. Il y avait aussi, comme la même procédé était là pour dépeindre aussi les Juifs et les démoniser en Allemagne. Tu vois, c'est toutes des choses comme ça que tu utilises cette méthode-là pour rabaisser quelqu'un et puis déshumaniser. Voilà, exactement, tu vois. Puis l'utilisation d'une BD, j'avais pas pensé à ça, mais wow! Quelle stratégie, puis, hein? Et la version qui est là, c'est même pas la même version. Il y a comme dans les textes, il y avait des trucs qui étaient un peu différents. OK. Il y avait une version, est-ce que Milou, il commençait à parler mal avec les gens? Ah ouais? Il y avait, puis il nous demandait aussi faudra que je revérifie, mais un truc comme quoi il nous demandait un peu de vénérer la royauté belge, tu sais, des trucs comme ça. C'était quand même assez particulier. OK. Fait que, quand même, il y a tout ce background politique-là derrière. Ouais. Mais tu sais, la propagande, ça fait partie de la guerre, tu vois. Là, on le voit en ce moment avec ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Tu sais, nous, on est d'un côté
et les informations qu'on reçoit, des fois on reçoit des trucs qui sont quand même Filtré, contrôlés pour nous faire un peu avoir plus de prendre beaucoup plus pour un bord. Et de l'autre côté aussi, Poutine, il se régale à démoniser l'Occident. La propagande, ça a toujours été un outil très important dans les enjeux de guerre. L'information, je crois que c'est vraiment... l'énergie puis l'information, là, je crois que c'est vraiment les puissances là, d'un pays. Là. Et les réseaux sociaux aussi qui ont des algorithmes des fois qui nous enlisent encore plus dans certaines idées, et qui font en sorte qui sèment beaucoup la zizanie dans le monde, ou est-ce que quand tu commences à devenir extrême ou extrémiste ou dans un prisme, tout ce que tu vas avoir dans ton feed est dans le même prisme, et c'est ça, tu vois. Des fois, je te dirais même que c'est même un peu, je te dirais, pour la santé mentale, ou c'est même, on va dire, healthy des fois d'entendre des opinions complètement opposées à la tienne. Ouais. Parce que ça peut te garder un peu l'équilibre. Moi, tu dis ça, puis c'est pas la première fois que j'entends ça, donc moi, sur les réseaux sociaux, moi, je suis du monde que j'aime pas nécessairement. Justement, pour pas avoir juste la même information, puis avoir un fil que c'est juste du monde qui pense comme moi. Exactement. Puis t'as des gens, tu les aimes pas et tout, puis ils vont dire des trucs, et c'est comme ça qu'on a accès à la vraie vie. Hein? Ouais, ça va te permettre aussi d'avoir un meilleur sens critique dans certaines choses qu'ils vont dire aussi, quoi, tu vois. Exactement. Cool. Puis donc ça, c'est le volet, c'est comme ton numéro au gala Juste pour rire de Rachid Badouri, hein, Tintin au Congo. Ouais, les 2 premiers galas, c'est les galas de Rachid. Puis après, toi, en 2011, tu lances ton premier one-man show. Ouais. Je lance mon premier one-man show, ma première tournée. C'était cool, c'était un challenge. Puis ouais, je suis très fier de ça. Mais bon, c'était quand même, c'est quand même un travail avec pas mal d'embûches. Aussi, puis c'était une autre époque aussi, tu vois. Ouais, totalement. Là, en 2011, là, on est chanceux que l'humour grandit quand même au Québec. Puis donc après ça, si on suit après ça, t'as fait un peu de cinéma, si je veux, avant qu'on parle. T'as joué dans 3 films. Donc, un qu'on a joué tous les 2 dedans, là, une production au Québec-France, Hibou, avec Ramzi Bédia, les Français vont connaître, là, c'est un humoriste légendaire là-bas. Tu as joué dans un film de Denis Arcand. Hein? La chute de l'Empire américain, ouais. Est-ce que c'était une belle expérience quand même? Ouais, c'était vraiment une belle expérience, c'était cool. Tu sais, j'avais pas énormément de jours de tournage, je pense que j'avais 4 ou 5 jours de tournage. Mais c'était une belle expérience. Écoute, c'est pas tous les jours que tu as l'occasion d'être dirigé par un réalisateur oscarisé. Tu vois ce que je veux dire? Une légende vivante à ce point-là. Puis, le gars était d'une gentillesse incroyable et tout. Et puis, j'ai eu du plaisir sur le plateau. J'ai eu du plaisir aussi à bosser avec Louis aussi, de lui donner la réplique et tout, à plusieurs reprises. C'était cool, quoi. Cool, d'une gentillesse. Alors, salutations à Denis Arcand, qui nous écoute. Bien joué, mon pote. Fait que nous, on a un point en commun, à part qu'on va animer un gala Juste pour rire cet été, le 22 juillet 2020. Ouais. Faut pas manquer ça, hein. 22 juillet 2020, guys. Faut pas manquer ça, ça va être une tuerie. Vraiment, là, on est dans des délires en ce moment, là. On vient juste de sortir d'un meeting de ça. Ouais, en plus, on sort d'un brainstorm, on sait qu'on va repousser les limites. Billet au hahaha.com. Mais l'expérience commune qu'on partage, c'est que on a tous les 2 participé à Big Brother Célébrité. Ouais. Puis
grâce à toi, j'ai pu vraiment me préparer comme il fallait, du mieux que j'ai pu en tout cas. Fait pour faire l'aventure. cocasse aussi, tu dis grâce à moi, puis moi, je dois dire merci à toi aussi parce que, je sais pas si tu te dis ça, mais ils t'ont demandé la première année. Ouais, ils m'ont demandé la première année. T'as dit non. Puis vu que t'as dit non, ils m'ont demandé, fait que j'ai pu y aller. Hey, regarde. Look at God. Look at God. Le Seigneur, marche, life works in mysterious ways. Exactement. Mais, franchement, tout était aligné. L'univers a décidé que c'est comme ça que ça allait se passer. Exact. Puis j'ai pu te donner mes conseils par après, puis boum. Fait que, comment t'as trouvé ça enfermé ici? Admettons, avant qu'on parle de l'histoire ou de l'aventure, Ouais. y a-tu des points positifs à l'aventure de Big Brother? Admettons, je donne moi, par exemple, moi, de vivre 3 mois coupé du monde extérieur, pas avoir de téléphone cellulaire, j'ai trouvé ça quand même positif au niveau de ma démarche personnelle. Je trouve que je m'ai amélioré en tant que personne. J'ai fait des réalisations sur moi. Là. Y a-tu des points positifs? Le point positif que je peux te dire, c'est effectivement, c'est bien d'être coupé du monde, d'être recentré sur toi-même. Et moi, je suis retombé dans le vice dès que je suis sorti avec mon téléphone. Mais ouais, ça, c'est sûr. mais non, point positif, overall, là, c'est une expérience humaine incroyable. Incroyable. Et c'est une opportunité de grandir au niveau personnel que si tu l'as saisi, la personne qui va sortir de là n'a rien à voir avec la personne qui est rentrée. Puis moi, je le sais pour moi, Ouais. il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées par rapport à moi-même, des défauts que je savais pas à quel point ils pouvaient être là, que j'ai dû corriger, tu vois, en fait, c'est tous les défauts que tu as ou toutes les insécurités que tu as, à partir du moment où tu rentres dans la maison, tous ces démons-là que tu devais combattre et que tu évitais de combattre dans la vie de tous les jours, ils vont se présenter devant toi dans la maison. Ils vont se présenter. Si tu es un mec impatient, si tu es un mec, je sais pas moi, colérique, si tu es un mec, je sais pas, genre pleurnichard, si tu es un mec anxieux, si tout ça, ça va. Et tu as 2 choix. Soit ce démon-là, tu l'affrontes et tu le prends en headlock et puis tu le maîtrises, ou alors tu fais comme s'il est pas là, puis il va continuer à te suivre et il va continuer à t'angoisser, et then you're gonna look like a dumbass on TV. C'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. Puis moi, c'est pour ça que, humainement, je le souhaite à tout le monde de participer à ça. Ouais. C'est juste, bon, le fait que tu passes à la télé, donc ça se peut que tu aies l'air d'un trou de cul, mais humainement, t'en sors grandi, puis... Mais c'est totalement ça. Et, tu sais, je vais pas dire aux gens c'est facile. Non, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement long, parce qu'à la télé, ils voient juste le côté stratégie. Ouais. Ils mettent pas la vie commune, qui est, Ouais. d'après moi, 80% du temps qu'on passe là-bas. Bah ouais, plus même, tu Ah vois. ouais. Puis je sais pas comment c'était dans ta saison à toi, mais dans ma saison, je peux même te dire que certaines choses que vous avez vues et certains conflits que vous avez vus entre certaines personnes ne reflètent pas leur dynamique qu'ils avaient dans la maison, ou certains gens que vous pensez qu'ils étaient pas alliés du tout, ne sont pas nécessairement alliés dans le jeu, mais dans la maison ils étaient comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, je peux penser à, mettons, Guylaine Hugo. Dans le jeu, ils jouaient pas vraiment ensemble. Mais dans la maison, ils étaient vraiment comme ça, tu comprends? Il y en a plusieurs avec qui j'étais comme ça aussi, tu comprends? Genre, moi et Martin, on était comme ça. Tu vois, avec Lisanne, ça a pris du temps avant qu'on joue ensemble, mais on était comme ça, tu vois, genre... il y en a plein comme ça, justement, où est-ce que vous avez pas... Et puis, dans mon année, tous les gens qui avaient un jeu un peu plus subtil, un peu plus, qui étaient dans qui étaient des instruments à ce qu'il y ait une harmonie dans la maison, qui étaient des gens qui étaient un peu la glu pour que les gens se rassemblent, qui ramenaient la bonne humeur et tout. Quelque part, c'est une stratégie, mais vu que c'est pas dans des alliances et des choses comme ça, les gens l'ont pas vu, mais c'est ça aussi qui fait en sorte que tu as pas mal de gens
que ça a pris du temps avant qu'on les mette en danger, ou ça a pris du temps avant qu'on veuille les machins, ou ça a pris du tout, on a toujours voulu les protéger, tu vois. Moi, c'était mon cas, c'était le cas aussi de Hugo, qui s'est rendu jusqu'à la fin. Tu dis, la réalité, c'est un peu la même chose dans notre saison. Comme par exemple, moi et Jean-Thomas Jobin, on n'était pas du tout dans la même alliance, mais Jean-Thomas, on était proche. Puis moi, une chance qu'il était là. Parce que je savais que j'étais dans aucune alliance, fait que je m'amusais. Puis moi, ce qui est important pour moi, c'est jamais me réveiller avant Jean-Thomas. Fait que dès que je le voyais le matin, il était debout, already, il est là, je commençais à faire des sketchs à Jean-Thomas. Fait que mon plan, c'était juste d'essayer de le faire rire. Fait que c'est ça mes journées. Là, je l'espionnais. À partir de 8h30 le matin, je l'espionnais. Là, quand il me voyait, je me cachais. Puis je faisais toujours des blagues. On faisait toujours en semblant de s'embrasser. Mais toutes nos jokes, là, ils n'ont rien mis au montage. Nous, on a fait tellement de blagues. On en a eu plein aussi, nous. Attends, il y avait Marc-Antoine qui fait une imitation incroyable de Claude Bégin. Ah ouais, hein? Incroyable. Incroyable. Puis Claudia qui imitait Lisandre. Puis on a plein d'insights comme ça. Genre, j'aurais vous, tu sais, ils ont montré Gak, mais Gak, il y a tellement de layers à ce personnage-là. Ils veulent pas. Ouais, tu vois. Ils veulent pas que ce soit drôle. François Lambert, tu sais, on était voisins de lit. Tu sais, jamais dans ma vie j'aurais pensé qu'on aurait été potes. Mais on a été un mois juste les deux dans la chambre. Tu sais, fait que voisins de lit, fait que première personne que je voyais le matin, la nuit, tout le monde se couche, puis plus tu avances vers la fin, plus le sommeil est difficile. Fait que des fois, je me levais. Là, nous, c'était le jeudi qui était le samedi. Fait que le vendredi, c'était comme notre dimanche, jour du gala. Fait qu'on appelait ça les jeudis insomnie. Je sais pas pour vous, la veille du gala, nous, c'était le jeudi que c'était le jour du gala. OK. Fait que mardi, mercredi, c'est là qu'il y avait les campagnes de OK, tu sais, me mets pas en danger. Puis c'était le truc stressant, tout ça. Il y avait du monde qui dormait, vous, le mercredi soir? Bro, ça dormait tard. Hein. Ça dormait tard. Il y en a, ils ont réussi à faire virevolter la maison juste avant. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, tu vois. Mais je comprends parce que avant, je me rappelle que on avait eu des discussions par rapport à Marie Chantal et tout ça, tu vois. Et tu m'avais donné une perspective par rapport à elle qui était beaucoup dans la douceur et beaucoup d'amour que j'arrivais pas à comprendre. Maintenant que j'étais dans la maison, je peux comprendre. Parce que ce jeu-là va te faire comprendre aussi que les gens, ils peuvent être beaucoup plus nuancés. Ouais. Et que c'est sûr que des fois, ça se peut qu'il y ait un trait de personnalité avec une personne avec laquelle c'est comme, tu sais quoi, pour moi, c'est zéro barré, non, pas moyen, tu vois. Mais que les gens sont beaucoup plus nuancés que ça et que quand t'es coincé avec les gens, il y a des gens avec qui, dans la vie de tous les jours, jamais t'aurais partagé même une parole, même une virgule avec eux, tu vois. Tu comprends? Même pas une virgule. Voilà, genre, mais dans ce contexte-là, ça te force à connaître les gens beaucoup plus en profondeur que dans la vie de tous les jours. Et ça, tu vois, puis tu parlais de François Lambert. Moi non plus, François Lambert, je l'ai jamais rencontré de ma vie, mais tout ce que je voyais avant de lui sur les réseaux sociaux, j'étais comme, mais c'est impossible que ce mec-là, il puisse être mon pote. Et genre, je voyais même pas comment il pouvait être ton pote à toi. Mais maintenant, avoir fait Big Brother, je comprends comment des amitiés improbables comme ça peuvent se créer. Improbable. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que je pense que ce qu'on a de François Lambert avant Big Brother, c'était juste un seul angle qui peut-être représente que 3% de qui il est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, d'être ensemble 24 heures sur 24, d'avoir rien à faire, tout le monde s'est compté leur vie. Je connais leur struggle de jeunesse. Tu sais, François Lambert nous a conté sa jeunesse. Voisin de lit. Est-ce que sa jeunesse était comme Picsou, genre il plongeait dans l'argent? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était ça. Non, jeunesse bien modeste, puis je dévoilerai pas ses secrets. Là. Mais jeunesse bien modeste, c'est quelqu'un qui chantait toujours des ballades françaises. Ah ouais? Il chante toujours, moi je savais pas, à un point tel qu'il chantait tellement des ballades françaises, des chansons que moi j'avais jamais entendues, que moi souvent je me promenais puis je chantais ces chansons-là que j'ai jamais entendues.
Mais ça c'est aussi un truc de Big Brother où est-ce que tu as des earworms de chansons que même des fois la prod et nous des fois on jammait dans la maison et puis c'est des choses qui sont restées. Par exemple, même la chanson de Gak, putain, on l'a chanté mais combien de fois, tu vois. c'est ouais. Ah, c'est spécial. Fait que je pense que être enfermé 24 heures sur 24 tout le temps avec quelqu'un, même quelqu'un que tu haïs, tu l'aimes. Ouais. C'est spécial, hein? Ouais, c'est comme de la famille, tu sais, on a tous dans notre famille un cousin, tu sais, quelqu'un d'un peu fucké, mais c'est vu que c'est de la famille, on l'aime pareil. Il y a des gens de mon année, de ma saison, est-ce que franchement, tu sais, ça se peut qu'on garde pas lien, mais tu les aimes. Mais ouais, genre que on a un truc ensemble que si jamais il y a quoi que ce soit, tu sais, on va tendre la main, tu vois, parce que c'est ça, on a vécu un truc familial et man, on a tous un cousin vraiment con qui nous doit de l'argent. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais que, si jamais quelqu'un qui est hors de ce cercle-là décide de s'attaquer à lui, on va le défendre bec et ongle. Ouais, exactement. Image précise. Fait que ça englobe un peu mes questions sur Big Brothers. Puis j'aurais peut-être des questions qui étaient pour ceux qui nous regardent puis qui voudraient faire de l'humour aussi. Là, veux pas, on est au Québec, on est québécois, mais on représente aussi de différentes communautés. Moi, je suis d'origine haïtienne, toi, tu es d'origine africaine. Je pense que ça peut être un chemin particulier comme l'époque où on a commencé versus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une plus grande ouverture, un plus grand accueil, mais à l'époque, c'était inexistant. Là. Moi, j'ai beaucoup été producteur quand j'ai commencé pour pouvoir jouer. Toi, tu joues à Montréal, mais tu te promènes beaucoup aussi. Tu sais, tu vas beaucoup aux États-Unis, si je ne m'abuse. Aux États-Unis, pas trop. Mais je me promène pas mal. Tu vas en Europe aussi? En Europe, souvent. J'étais en Afrique quelques fois aussi. Ah ouais? Je me promène. Ouais, faire de l'humour, ouais. Je me promène un peu. Ouais. J'ai déjà été en Haïti aussi plein de fois. Ouais. Aussi. Ouais. C'est quoi la différence que tu dirais faire de l'humour au Québec, faire de l'humour en France? À l'heure d'aujourd'hui, la différence n'est pas énorme. Okay. Quand j'ai commencé, elle était énorme. Ça veut dire que le stand-up ne faisait pas partie de la culture française. Donc, l'humour était transmis par plus le sketch, le one-man show, le côté plus spectacle, le côté plus théâtral. Où, là où les Français sont très forts, c'est au niveau des films et tout, tu vois. Mais le stand-up en tant que tel est arrivé très tard en France, tu comprends? Ouais, là, je pense que c'est pas avant... le Jamel Comedy Club, c'est ça qui l'a popularisé. Okay. Mais tu vois, donc souvent quand tu arrivais pour faire du stand-up là-bas, avec nous qui avons un stand-up un peu plus vieux, avec un petit peu plus de maturité, avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de genre, de style, tu vois, c'était un peu plus compliqué d'en faire devant le public français. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti la première fois que j'ai joué en 2009 là-bas. J'ai senti que c'était c'est un peu plus difficile. Ouais. Je me rappelle, je suis arrivé dans un bar où est-ce qu'il y avait des shows et tout, puis j'arrive là, puis on m'envoie sur scène vraiment à la dernière minute et j'arrive sur scène, je cherche le micro, il y a pas de micro. Tu vois le genre, donc c'était vraiment genre fallait faire ça a cappella, théâtral. Tu vois, donc c'est. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, bro, il y a pas de micro. C'est ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Paris, au niveau stand-up, Paris se rapproche beaucoup plus de New York. Ça évolue très vite. Il y a beaucoup de comédie clubs. Les gens, ils ont cette culture. Ils ont le référent. Je pense que Netflix a beaucoup aidé. Dès que Netflix a mis énormément de stand-up sur Netflix, les gens ont commencé à le voir et avoir accès à beaucoup plus de choses, du meilleur matériel. Mais tandis que
Avant, c'était très exclusif d'avoir ce genre de choses-là. Fallait que tu aies le bon DVD ou la bonne cassette. Puis tu avais le PAL SECAM qui n'était pas disponible d'un endroit à l'autre. Donc, c'était un peu plus compliqué pour les Français d'avoir du matériel. Donc, ceux qui arrivaient à mettre la main dessus, c'est pour ça qu'il y en a qui se permettaient de faire du plagiat aussi, tu vois. Ah ouais, ouais. C'était ça qui était un peu le problème. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, moi, je peux vouch pour l'humour parisien. Il est là. Et puis, il a son propre style et il a sa propre forme et son propre style. Puis, t'as vraiment des tueurs, là. Ma question pour les néophytes, si, admettons, un humoriste, un jeune humoriste québécois, voudrait aller en France pour faire des blagues, juste, il irait comme 2-3 semaines, un mois, là, tu sais, pas pour faire carrière, mais juste comme s'amuser un peu, faire de l'observation. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Tu sais, souvent, le monde se dit, est-ce que je garde mon accent, je garde pas mon accent? L'accent, c'est pas ça le problème. C'est les mots que tu vas choisir d'employer. OK. Tu vois, faut que tu te fasses comprendre au niveau des mots que tu vas choisir d'employer. L'accent en tant que tel, ton accent, c'est ton accent, tu vois. Moi, personnellement, tu sais, genre, je regarde Reda Saoui et Reda, il garde son accent. Hein. Ouais. Et moi, j'ai vu Reda retourner des salles sur Paris, mais vraiment, genre, comme incroyable, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est un très, très bon exemple. Et moi, je suis l'exemple contraire aussi, parce que j'ai jamais perdu mon accent, mais je m'assure de me faire comprendre. Ouais. Tu vois. Donc c'est vraiment de s'assurer de se faire comprendre. Donc, c'est vraiment le choix des mots. Le choix des mots. Il y a des mots qui sont tellement typiques de chez nous que si tu les emploies là-bas... Fait que si je peux donner un exemple, si je veux aller à Paris, je veux faire une blague de McDonald's, au lieu de dire croquette, je vais le traduire en disant McNugget. Genre, voilà, des petits trucs comme ça. Mais même à ça, tu vois, ça, je pense que les gens, ils peuvent comprendre. Tu sais, tu dis des croquettes ou des croquettes de poulet. Franchement, s'il y a des gens qui disent, il a pas dit nugget, on va dire, vous êtes des cons un petit peu, là. Tu vois, mais je parle plus de, je sais pas, genre, tu sais, dire un char, par exemple. Tu vas dire une voiture. Ou, tu sais, des mots plus spécifiques comme ça, ou est-ce que pour eux là-bas c'est pas la même chose? Cool. Donc j'aurais une dernière question pour toi, Eddie. S'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être issus des communautés ou qui sont un peu différents en marge, qui veulent se lancer en humour, ma question quétaine, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Allez-y. Puis ce que je peux dire, c'est que oui, il y a toujours eu il y a toujours eu ce problème de diversité au Québec et comme ailleurs aussi, tu vois. Mais ce que moi je peux vous donner comme conseil, c'est si vous voulez aller dans l'humour, c'est peut-être un des endroits les moins compliqués, parce que peu importe à quoi tu ressembles, peu importe ta couleur, peu importe genre ton orientation sexuelle, t'es drôle. Puis la réponse de toi qui est drôle est imminente, elle est immédiate. Ça veut dire tu fais ta blague, les gens rient, il n'y a pas de questions à se poser, genre, tu comprends ce que je veux dire? Oh, alors, le roi a parlé, Eddie King. Donc, t'es drôle, réponse immédiate, sage parole. Alors, merci. Merci à toi, frérot. D'avoir participé. Hein, j'ai hâte au 22 juillet 2022. Yes. Gala juste pour rire. Moi et le frérot ici. Venez voir notre gala. Alors, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.